Bonjour à tous, donc Cyril Doranlot, je suis ingénieur de recherche au CNRS. J'ai travaillé ces 12 dernières années dans une unité qui était commune entre le CNRS et Thales, qui se trouve à Palaiseau. Et aujourd'hui, je suis président d'une jeune pousse qui s'appelle Domé, que j'ai créée l'année dernière, qui est donc un petit peu plus récente que les deux précédentes qu'on a vues aujourd'hui. Et je vais donc vous montrer comment je suis passé finalement de la recherche fondamentale à la création d'entreprises pour essayer d'aller vivre une autre aventure. Alors, comment va se dérouler cet exposé? D'abord, comme on est un peu tous d'univers très différents, je vais vous présenter la thématique de travail sur laquelle j'ai évolué ces dernières années, en particulier le sujet fondamental sur lequel on travaillait, comment de là est venue une idée d'application un peu particulière, et puis finalement, ensuite, une innovation sur son marché. Et donc un voyage qui va nous emmener de la microélectronique à l'univers du luxe. Alors, la microélectronique, vous connaissez tous cet objet, donc un micro-ordinateur comme celui que j'ai devant moi. Vous voyez bien que ces machines-là sont de plus en plus performantes au fur et à mesure que les mois et les années passent, parce qu'on a des composants qui sont à l'intérieur de ces machines qui sont toujours de plus en plus performants. Et donc, derrière ça, il y a des travaux de recherche qui permettent que demain, après-demain, un peu plus tard, il y aura des composants qui seront plus puissants, qui consommeront moins d'énergie, bref, qui permettront que les machines en question soient plus performantes. Alors, pour revenir quand même de façon très très ancienne sur finalement comment ça fonctionne. Alors, vous le voyez devant moi, il y a un chargeur, bien évidemment, donc il faut brancher ces machines à un chargeur. Dans ces chargeurs, il y a des fils électriques, en particulier bien souvent, même quasiment tout le temps, des fils de cuivre, qui est un excellent conducteur d'électricité. Ces fils de cuivre sont finalement des amoncellements de différents atomes de cuivre. Et puis, ces atomes de cuivre, comme vous le voyez ici en bas à droite, ce sont finalement, une image qu'on peut s'en faire, c'est un noyau autour duquel gravitent ce qu'on appelle des électrons. D'où vous retrouvez le mot électron dans microélectronique. Alors, ces électrons, qu'est-ce que c'est? En fait, on peut imaginer ça comme étant une toute petite charge électrique, d'accord, la plus petite charge électrique qui existe. Et puis, ce qu'on appelle un courant, finalement, c'est cette charge électrique qui se met en mouvement. Alors, vous avez tous ces atomes de cuivre qui sont là les uns à côté des autres. Il y a tout un tas d'électrons qui gravitent autour, mais en fait, ils ne font pas que graviter exactement autour de leur noyau. Ils peuvent s'en aller un peu plus loin, ce qui fait que vous avez dans les matériaux conducteurs une mer d'électrons qui se trouve comme ça dans le fil de cuivre. Et ce qu'on fait, c'est qu'on met en mouvement, quand on crée un courant, c'est qu'on met en mouvement ces électrons de la même sorte que ce que vous pouvez imaginer finalement sur cette vague-là, c'est-à-dire que quand vous avez une mer qui est complètement plate, que c'est la pétole, c'est un fil de cuivre dans lequel il ne passe pas de courant. Et puis à partir du moment où on génère un courant, finalement on met cette mer d'électrons en mouvement au même titre que la vague que vous voyez là. La vague, elle a une certaine hauteur qui va être ce qu'on appelle la tension, elle a une certaine largeur qui va être généralement ce qu'on appelle le courant. Et cette énergie-là permet, au même titre que ça permet de mettre en mouvement un surfeur, permet de mettre en mouvement les électrons pour pouvoir aller générer un courant. Ok, très bien, donc un courant, c'est un mouvement d'électrons. Et cet électron étant une charge électrique. Alors, le fait est qu'au début du XXe siècle, quand les physiciens essayaient de comprendre justement cette image de l'atome et de comment la matière était composée, on n'arrivait pas à comprendre un certain nombre d'expériences et le résultat d'un certain nombre de mesures. Et donc on a compris qu'au début du XXe siècle, que non seulement ces électrons ils bougeaient, donc ils se déplaçaient, mais qu'en plus, ils tournaient sur eux-mêmes. Et ça, ça leur confère une charge électrique qui tourne sur elle-même, ça lui confère ce qu'on appelle donc un moment magnétique, c'est-à-dire une composante magnétique qu'on va appeler le spin. D'accord ? C'est-à-dire que l'électron, il a non seulement une charge électrique, mais cette charge électrique qui tourne sur elle-même, ça lui donne une composante magnétique, et cette composante magnétique, elle s'appelle le spin. Ce spin, on a compris au début du XXe siècle que ce spin-là, il pouvait prendre deux états. Donc typiquement, il est soit vers le haut, soit vers le bas. D'accord ? Alors il peut être décalé, peu importe après la direction, mais il peut prendre deux états que je vais appeler dans le suite de la présentation. Vers le haut, je vais appeler ça up, le mot anglais, et down pour vers le bas. Et donc finalement,
Cette composante magnétique, vous la connaissez bien. Vous la connaissez bien parce qu'il y a un certain nombre de matériaux, et en particulier les aimants que vous avez collés sur les plaques de vos frigos, qui sont ce qu'on appelle des matériaux ferromagnétiques. Et ces matériaux, ils ont une particularité, c'est que justement, ils ont un ordre de spin, c'est-à-dire que les spins des électrons dans ces matériaux sont ordonnés d'une certaine façon. Contrairement à d'autres matériaux qui ne sont pas des aimants, qui, eux, ont une organisation de spin qui est complètement aléatoire. Alors on s'est posé la question, qu'est-ce qui se passe si j'envoie un courant dans un matériau magnétique? Puisqu'il y a justement dans ces matériaux magnétiques un ordre de spin, que j'envoie un courant, c'est-à-dire des électrons qui ont un spin soit dans un sens, soit dans un autre, qu'est-ce qui se passe quand j'envoie un courant là-dedans? Alors au début, toujours un petit peu plus tard, le spin c'est vers 1924, en 1935, Sir Neville Mott établit une théorie pour répondre à cette question-là, dans laquelle il dit qu'il établit un modèle à deux courants, c'est-à-dire que si je prends un morceau de fer qui est dessiné comme ici, avec une flèche que vous voyez ici à droite, qui représente l'aimantation de ce morceau de fer, c'est-à-dire l'organisation des spins dans ce morceau de fer, si j'envoie un courant avec des électrons de spin-up et de spin-down dans ce morceau-là, les électrons qui ont un spin dans la même direction que l'aimantation vont passer plus facilement que les électrons qui ont un spin dans la direction opposée. Et donc ça, c'est finalement un modèle à deux courants. Il y a une famille d'électrons de spin qui passe bien et l'autre famille de spin qui passe pas facilement. Donc une résistivité qui est plus importante dans un cas que dans l'autre. Ça a été prouvé expérimentalement pour la première fois en 1970 par Albert Fert, qui avait fait des travaux expérimentaux dans le cadre de sa thèse et qui ont prouvé qu'effectivement le modèle à deux courants qui avait été prédit par Sir Neville Mott était effectivement ce qui se passe dans la réalité. Quand on prend un morceau de fer et qu'on génère un courant, en 70, on était capable de faire la différence entre les deux populations de spin. C'est effectivement ce qui se passe. Il y a ces deux populations de spin qui traversent le morceau de fer de façon différente. Alors, une fois qu'on avait répondu à cette question-là, la question s'est posée, OK, mais là, le morceau de fer, il est massif, c'est-à-dire c'est un gros morceau de fer. Qu'est-ce qui se passe si je prends un morceau de fer qui est très, 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 très fin, et en l'occurrence, un morceau de fer pour lequel, quand je fais passer un courant dedans, les spins n'ont aucune action avec le matériau et font en sorte que finalement ça puisse être très très simple de traverser le matériau. Alors, c'était pas facile, ça n'a pas été possible de répondre à cette question avant les années 80, date à laquelle on a eu accès à des nouvelles technologies, en l'occurrence des nanotechnologies, qui ont permis de fabriquer des matériaux à des très très faibles épaisseurs, en l'occurrence des épaisseurs de l'ordre du nanomètre. Et ça a donné lieu à l'expérience suivante. On prend, vous voyez ici en bas à gauche, un empilement de deux couches de fer qui sont séparées par une couche de chrome. D'accord ? Le chrome n'est pas magnétique. Le fer, comme je vous l'ai dit, il est ferromagnétique. Les deux couches de fer, on fait en sorte de les choisir, on les fabrique de telle sorte qu'au départ, comme ça, l'aimantation de la couche de fer est dans un sens, celle du bas, et l'aimantation de l'autre couche de fer est dans l'autre sens. Et on envoie un courant là-dedans. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est ce que vous voyez ici sur le cas B. On se rend compte qu'il y a une population de spin qui passe très facilement dans la première couche, ici en bas à gauche, là. Donc cette population de spin, là, elle passe facilement. Et puis ici, c'est plus difficile parce que l'aimantation est dans l'autre sens. Et puis inversement, l'autre population de spin, elle est freinée dans le premier cas et puis elle passe facilement dans le deuxième. Si maintenant j'applique un champ magnétique, donc c'est ce que vous voyez sur le graphique qui est ici en bas à gauche, où en abscisse on a le champ magnétique et en ordonnée on a la résistance. Quand j'applique un champ magnétique, je garde la couche du bas qui est toujours dans une aimantation qui va dans le même sens, mais je retourne la couche du haut. Donc je fais en sorte que les deux aimantations soient dans le même sens. C'est ce qu'on appelle un cas parallèle. D'accord ? Tout à l'heure on appelait ça antiparallèle. Dans ce cas-là, on se rend compte, c'est ce que vous voyez sur le schéma du haut, qu'il y a une famille de spin, une population de spin qui n'est plus du tout freinée, qui passe très facilement dans les deux cas de figure, et puis à l'inverse, l'autre qui est freinée dans les deux cas. Et donc finalement, au final, on se retrouve avec un cas de figure où la résistance est élevée, c'est ce que vous voyez quand le champ est nul sur le graphique à gauche, donc la résistance est haute, et puis à l'inverse, quand le champ est élevé dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire qu'on ait les deux aimantations comme ça,
ou les deux aimantations dans l'autre sens, on a une résistance qui est basse. Donc on a deux états de résistance différents. Et ça, c'est un effet nouveau qu'on a appelé la magnétorésistance géante, GMR pour Giant Magnetoresistance en anglais, qui a été découverte à peu près en même temps, en 1988, par une équipe dirigée par Albert Fert ici à Saclay, et une autre dirigée par Peter Grünberg en Allemagne. Et donc ça, c'était la preuve que pour la première fois, on était capable de contrôler un courant, non plus simplement en agissant sur la charge électrique de l'électron, mais en agissant sur son spin, donc sur sa composante magnétique. Ça a donné lieu à quelque chose de très important, c'est que cet effet de GMR, il a été repris après par les industriels qui travaillaient sur le stockage de l'information, et ça a permis d'augmenter considérablement la quantité d'informations qu'on stocke sur un disque dur. Un disque dur, il fait la même taille depuis 40 ans. Par contre, depuis 40 ans, vous savez bien que quand vous allez dans un magasin, la quantité d'informations que vous êtes capable de stocker dessus, elle ne cesse de croître. Elle ne cesse de croître parce qu'on est capable de stocker l'information sur une surface qui est de plus en plus petite. Et bien, l'AGMR, la découverte de l'AGMR a permis de franchir un bond justement sur la surface sur laquelle on est capable d'aller lire et écrire l'information. Et donc, ça a été une application très forte de l'AGMR. Cette découverte a valu à Albert Fert et à Peter Grünberg le prix Nobel de physique en 2007. Au-delà de l'aspect applicatif important sur les disques durs, ça a été aussi l'avènement d'une nouvelle thématique de recherche qui s'appelle l'électronique de spin, dans laquelle bien évidemment on retrouve l'électron, et qui vise à aller travailler non plus en agissant uniquement sur la charge électrique, mais aussi sur le spin de l'électron. Alors finalement, qu'est-ce qu'on fait quand on travaille avec ça? On travaille sur des empilements de matériaux à l'échelle nanométrique. Donc on prend différentes couches minces de matériaux, des couches très très minces, de l'ordre du nanomètre, c'est-à-dire 1/1000 de mètre. Et puis ces matériaux, ils ont des propriétés magnétiques différentes, des propriétés de résistivité électrique. On envoie un courant dans ces structures et puis on regarde ce qui se passe. On essaye de comprendre les phénomènes. Quand on les comprend, on les manipule, donc on modifie les propriétés des matériaux pour avoir les effets qu'on veut. Et puis quand on a réussi à les manipuler, on essaye d'aller faire un démonstrateur, c'est-à-dire un petit composant, et puis ensuite ça peut être relayé dans l'industrie pour pouvoir aller faire une application différente. Ce qu'on vise avec ce genre de thématique de recherche, c'est à avoir des composants qui ont une propriété un peu différente de celles qui sont dans l'ordinateur qui est devant moi, c'est-à-dire qu'ils soient non volatiles. Qu'est-ce que ça veut dire non volatile? C'est que quand vous collez l'aimant sur votre frigo, vous le collez aujourd'hui, vous revenez dans 2 mois, il sera toujours sur le frigo. Donc le magnétisme, c'est quelque chose qui ne se perd pas. Et donc si demain matin, on avait accès à des composants électroniques dans lesquels, par exemple, l'information serait stockée non plus avec la charge électrique qui nécessite d'avoir un chargeur, mais sous forme magnétique, eh bien, cette information-là, elle ne serait pas perdue quand on coupe le courant. Et donc, ça permettrait, par exemple, d'avoir accès à des composants qui seraient beaucoup plus réactifs, qui consommeraient moins d'énergie. Donc, c'est ce sur quoi on travaille en recherche fondamentale, c'est-à-dire d'aller comprendre des phénomènes physiques, ensuite aller les manipuler, et ensuite c'est repris par d'autres acteurs qui font de l'applicatif industriel ou de la recherche appliquée. Vous voyez sur l'image de droite une image de microscopie électronique dans laquelle il y a typiquement des organisations de différents matériaux à cette échelle nanométrique. Ça a été mon métier ces 12 dernières années, de travailler pour fabriquer ces couches minces de matériaux et donc de trouver les recettes qui vont bien avec différentes machines pour être capable d'avoir les propriétés des matériaux dont on a besoin, et donc de fabriquer ces millefeuilles. Ça, c'est la thématique de travail. Alors, un sujet sur lequel on travaille en particulier, c'est ce qu'on appelle l'effet Hall de spin. Alors, de façon très simple, on prend un matériau qui n'est pas un matériau ferromagnétique, donc qui n'a pas d'organisation de spin, d'accord, et on envoie un courant dedans. C'est ce que vous voyez ici, là-bas. Alors, le pointeur ne marche plus, mais il y a 2 petits électrons complètement à gauche, là-bas, un avec un spin-up en bleu et l'autre avec le spin-down. On envoie ça dans le matériau, et puis les électrons vont être diffusés, c'est-à-dire qu'ils vont partir sur les côtés de mon morceau de matériau. Et on va faire... Alors, il y a autant d'électrons qui partent d'un côté que de l'autre, mais par contre, dans certains cas de figure, il y a une accumulation, il y a plus d'électrons, par exemple de spin-up, que de spin-down qui partent d'un côté plutôt que de l'autre.
Donc, ce qui fait que comme ça, on arrive à générer un courant sur le côté du matériau dans lequel il y a plus d'électrons de spin d'une famille que de l'autre, et ça, c'est ce qu'on appelle un courant de spin, et ça peut être très utile pour les applications. Et donc, finalement, on arrive à créer un courant de spin à partir d'un courant de charge, sans matériau ferromagnétique et sans champ magnétique. On caractérise ce genre de matériaux, la qualité et l'efficacité de ce genre de matériaux, par ce qu'on appelle l'angle de Hall, c'est-à-dire le ratio entre le courant de spin qu'on a été capable de générer par rapport au courant de charge qu'on a injecté. Et typiquement, c'est de l'ordre du % dans la majeure partie des matériaux. Alors, il y a beaucoup de travaux dans la communauté scientifique depuis pas mal d'années pour essayer de trouver des matériaux qui optimisent cet effet, c'est-à-dire qui fassent en sorte que ce ratio-là soit le plus grand possible. Alors, vous voyez sur le graphique de gauche, en abscisse, la résistivité du courant de charge, et puis en ordonnée, la résistivité du courant de spin. Les deux courbes en pointillé, celle en droite, c'est une courbe pour laquelle la valeur de l'angle de Hall est à 1%, l'autre correspond à 10%, et donc vous voyez un certain nombre de points pour différents matériaux. En particulier en vert, vous voyez des alliages de cuivre, soit avec de l'iridium, soit avec du bismuth, qui sont des travaux qu'on avait fait avec une équipe de Japonais, qui montraient des effets relativement intéressants. Vous voyez là-haut qu'il y a une phase de bêta-tungstène et de bêta-tantal. On ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est des phases particulières de ces deux métaux qui donnent des effets relativement intéressants. Alors, on sait que pour avoir ces effets importants, il faut deux prérequis. La première, c'est qu'il faut ce qu'on appelle un fort couplage spin-orbite. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais disons que ça nécessite d'avoir des matériaux dans lesquels il y a beaucoup d'électrons, donc des matériaux lourds, et puis il faut une forte résistivité électrique. Et donc, on s'était dit, on va essayer d'aller faire des matériaux dans lesquels on va prendre une matrice 5D, dans laquelle on va mettre des impuretés 5D. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ça ? En fait, ça, c'est la table périodique des éléments. Donc, c'est une organisation des différents éléments chimiques qui existent. Et on les classe sur ces tableaux périodiques, justement, en fonction du nombre d'électrons qu'il y a que comporte l'atome. Si je prends l'atome d'hydrogène qui est tout en haut, là-haut, en haut à gauche, vous voyez un 1 dans la case, donc le numéro atomique, ça veut dire que l'atome d'hydrogène, il a un électron. À l'inverse, le plomb, qui est un peu plus bas, lui, il en a 82. Donc c'est comme ça qu'on différencie les différents éléments chimiques. Et ce qu'on appelle les matériaux 5D, c'est les matériaux que vous voyez, donc en l'occurrence c'est des métaux, qui sont dans le cadre noir qui est ici. Et donc on s'était dit, on va essayer d'aller prendre un matériau qui est dans cette catégorie-là, et puis on va aller mettre un petit peu, quelques pourcents d'un autre des matériaux qu'il y a là. Alors vous voyez qu'il y avait plusieurs matériaux possibles, notamment vous revoyez le tantal et le tungstène qu'on a vu tout à l'heure sur le graphe précédent, et puis vous voyez l'or. Et on s'est dit, Albert est venu me voir un jour en me disant il faudrait qu'on essaye de l'or et du tungstène. Donc de prendre une matrice d'or, donc un alliage dans lequel il y aurait beaucoup d'or et dans lequel on irait mettre du tungstène dedans. Alors l'or et le tungstène, ils ont une particularité, c'est qu'ils ont la même masse volumique, quasiment, c'est-à-dire qu'ils pèsent le même poids pour le même volume. Donc ça, c'est très utilisé par les faussaires depuis des centaines d'années pour fabriquer des faux lingots d'or. Mais par contre, ils sont ce qu'on appelle non miscibles à l'équilibre thermodynamique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les mélanger par les voies classiques de la métallurgie. Classiquement, en métallurgie, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des métaux qui sont solides, on les chauffe, donc ils deviennent liquides, on prend les liquides, on les mélange, et puis on laisse refroidir. Et on obtient comme ça un alliage. On ne peut pas faire ça avec l'or et le tungstène, c'est ce que montre ce qu'on appelle le diagramme de phase qui est ici, c'est-à-dire que le tungstène fond à 3422 degrés C, l'or fond à 1064 degrés C, mais par contre, l'or, il devient vapeur un petit peu au-dessus de 2800 degrés. Et donc finalement, on ne peut jamais avoir le tungstène et l'or ensemble sous forme liquide à la même température-pression. Donc vous ne pouvez pas les mélanger à l'équilibre thermodynamique. Et bien finalement, non pas en mélangeant les liquides, mais en mélangeant des vapeurs, avec des techniques dont celle dont je vous parlais tout à l'heure pour fabriquer les couches minces, on a réussi, dans des fenêtres de paramètres donnés de croissance, à fabriquer des alliages dans lesquels on a mélangé l'or et le tungstène, et ça, quelle que soit la proportion de l'un et de l'autre. Quand on regarde d'un point de vue métallurgique, ces alliages-là, c'est ce qu'on appelle finalement des phases métastables d'alliage d'or et de tungstène. Et normalement, l'or, quand il est tout seul,
il s'organise sur ce qu'on appelle une maille cubique face centrée, c'est-à-dire que les atomes d'or se mettent à l'échelle de ce que vous voyez ici sur le schéma, c'est-à-dire que les atomes d'or se distribuent au sommet de cube et au centre des faces de ce cube-là. Et bien finalement, ce qu'on a réussi à faire, c'est à faire en sorte que quand on rajoute du tungstène, on vienne mettre les atomes de tungstène là où normalement il y a des atomes d'or. Et ça, quelle que soit la quantité de l'un et de l'autre. Alors, finalement, ces alliages d'or-tungstène, on les a bien évidemment regardés pour les féoles de spin. Donc, si je reprends le schéma qu'on avait tout à l'heure, vous voyez le carré jaune pour lequel, finalement, c'est l'alliage d'or qui comprend 13% de tungstène qui présente l'effet Hall le plus important, qui est de l'ordre de un peu plus de 10%. Et il est pas mal, mais finalement, on a vu, et les travaux de l'équipe de Laurent Villa à Grenoble, avec lesquels on a pas mal travaillé sur ces alliages, ont montré que des alliages de tantale or avec 10% de tantale avaient un effet beaucoup plus important, de l'ordre de 50%. Donc ça, c'est vraiment des travaux qui sont extrêmement récents. Le papier qui est en cours sur le résultat a été soumis il y a quelques semaines. OK, bon, or tungstène en effet Hall de spin pour la microélectronique. Très bien, mais je vous ai dit qu'on a travaillé avec ces alliages sur tout un tas de concentrations, et en l'occurrence, j'ai travaillé sur un alliage qui comportait 25% en poids de tungstène dans l'or, et ça, c'est ce qu'on appelle un or à 18 carats en bijouterie, ou 750 millièmes, c'est-à-dire qu'il y a 75% d'or, et 25% de tungstène dans mon cas. Et il se trouve que cet alliage-là, la première fois que je l'ai sorti de la machine, je me suis dit, tiens, il a quand même une sacrée couleur, celui-ci. Il était vraiment très beau. Bon, je me suis intéressé à la mesure de couleur dans le monde de la bijouterie. Alors, il existe tout un tas de référentiels de couleurs. Vous en utilisez souvent, sans doute, quand vous manipulez des images. Les référentiels RVB, CMJN et autres. Là, en bijouterie, on va travailler avec un référentiel LAB, avec un axe vertical qui va du noir au blanc qui caractérise la brillance, un axe A qui va du vert au rouge, et puis un axe B qui va du bleu au jaune. Et avec ces trois coordonnées, on est capable de quantifier n'importe quelle couleur. Quand je mesure l'alliage d'or-tungstène à 25%, à 18 carats, il présente un L qui est aux alentours de 81, un A qui est proche de 0 et un B qui est aux alentours de 4,5. Bon. Si je compare par rapport aux autres ors blancs qui existent, il y a deux façons de faire un or blanc. Donc l'or, c'est un métal qui est jaune, naturellement. Donc pour le blanchir, il faut le mélanger avec d'autres métaux. Il y a deux façons de le blanchir. Soit on le mélange avec du nickel, qui est allergène pour 20% de la population mondiale, et donc qui est interdit dans pas mal de pays. Soit on le mélange avec du palladium, qui est un métal qui est rare, qui est cher, et dont la ressource s'amenuise parce que l'industrie automobile en consomme de plus en plus dans les pots catalytiques. Ces mélanges-là, on les fait à l'équilibre thermodynamique. Donc ceux-là, par contre, on les fait en mélangeant les liquides, comme ce que vous voyez sur l'image qui est là. Et ces ors-là, donc les ors au nickel et au palladium, ils sont effectivement blancs, mais ils sont mats. Donc pour obtenir un bijou qui soit brillant et étincelant, ce qui est indispensable quand vous avez des pierres et que vous voulez rehausser l'éclat des pierres, eh bien, il faut rajouter par-dessus le bijou une fine couche d'un autre métal qui, lui, est blanc et brillant, qui est le rhodium, et qui, lui aussi, est très rare et très cher. Cette couche de rhodium, par contre, elle est obligée d'être très très fine, parce que si vous en mettez trop épais, vous changez le titre de la bague. Or, vous n'avez pas le droit. Dans tous les pays du monde, quand on va dans une bijouterie, on vous garantit la quantité d'or qu'il y a dans le bijou que vous achetez. Donc, on n'a pas le droit de vous vendre autre chose que ce qu'on vous garantit. Donc, on est limité en épaisseur pour le rhodium. Et comme on est limité en épaisseur, comme cette fine couche, elle disparaît avec le temps. Et donc, avec le temps, votre bijou en or blanc, si vous en avez déjà acheté, vous savez que finalement, il va redevenir avec sa couleur naturelle qui est en dessous, c'est-à-dire qu'il va se ternir, il va se matifier. Bon, quand on regarde... Quand on veut quantifier la couleur des ors blancs, dans le monde de la bijouterie, on définit un index qui s'appelle le Yellowness Index, qui est une valeur qu'on définit à partir des trois valeurs LAB dont je vous ai parlé. Les ors au nickel et au palladium ont un index Y qui est aux alentours de 14,16. Il existe un alliage au chrome qui est dédié à de l'impression 3D, qui se trouve sous forme plutôt de poudre, qui a un Yellowness Index aux alentours de 14. Celui au tungstène dont je vous ai parlé a un Yellowness Index aux alentours de 12, et le rhodium, qui est encore plus blanc, lui a un index aux alentours de 10. Ce que vous voyez là, c'est que finalement, l'or tungstène, c'est l'or le plus blanc qui ait jamais été fabriqué. Et non seulement il est blanc, mais on est capable de le faire brillant.
Donc, quand on a, à partir de ça, le CNRS a choisi de déposer un brevet sur le matériau, sur son procédé d'élaboration et puis sur son application en tant que décorative. Et là, il a fallu après aller voir ce qu'il en était vraiment auprès des bijoutiers, joailliers, horlogers. Donc, je suis allé passer pas mal de temps à aller discuter avec ces gens-là, à aller découvrir donc un autre univers et à aller pousser la porte de ce genre d'acteurs en leur disant voilà, je suis au CNRS, je connais rien du tout à votre univers, mais par contre, je travaille avec les mêmes matériaux que vous. Et donc, je me demande si vous pourriez avoir des besoins ou des problèmes sur lesquels on serait susceptible de travailler. Et puis, j'arrivais avec, bien évidemment, mes échantillons d'or blanc que j'avais fabriqués pour toute autre chose, puisque c'était pour les ordinateurs de demain qui sont là. Et les gens, alors ça a donné lieu à d'innombrables discussions très, très, très intéressantes. Au départ, je partais dans l'idée que mon or tungstène, il allait remplacer le rhodium, parce que je m'étais dit, comme moi j'ai un matériau qui est un alliage à 18 carats, je ne suis pas limité en épaisseur sur les bagues, donc je peux remplacer le rhodium. Comme je ne suis pas limité en épaisseur et qu'il a des très bonnes performances mécaniques, je peux aller proposer aux bijoutiers d'avoir des couches minces qui vont durer 4, 5, 10 ans plutôt que le 1 an d'aujourd'hui. Je suis allé voir un certain nombre de bijoutiers et puis ils m'ont dit non, ça ne nous intéresse pas. Nous, on préfère revoir notre client tous les ans parce qu'on ne lui refait pas trop cher le rhodiage, plutôt que de le revoir tous les 4-5 ans. Donc là, le scientifique, il a commencé à comprendre qu'il y avait une dissociation entre un intérêt technique et puis un intérêt marché. Bon, j'en vois pas mal comme ça, beaucoup de gens, de bijoutiers qui me disent ça et puis qui me disent, mais par contre, si tu es capable de nous faire cette couleur-là en massif, alors là, c'est top, c'est génial. Bon, alors je retourne à la paillasse, parce que là, ce que j'avais, c'était de la couche mince, ce n'était pas des bijoux massifs. Donc je me dis, bon, je suis métallurgiste de formation, je sais que ce n'est pas possible de les mélanger par voie liquide, je me dis, bon, je vais quand même voir ce qui est faisable. Donc je retourne à la paillasse, et puis en parallèle, je vais suivre une formation à l'entrepreneuriat, le programme Challenge Plus, qui est dédié à des entrepreneurs innovants plutôt issus de filières scientifiques à HEC. Et là, je découvre des problématiques complètement différentes de celles que je connaissais, sur la proposition de valeur, sur des segments de marché, sur des business models, quelle est la valeur utile perçue par ton client, bref, tout un tas de questions très, très, très différentes de l'univers dont je venais. Et l'occasion pour moi aujourd'hui, finalement, de dire quand même que je trouve que dans les sciences dures, on aurait souvent très, très intérêt à se rapprocher et à travailler de concert beaucoup plus fin avec des gens de sciences sociales, parce que je pense qu'on aurait vraiment intérêt à apprendre de leur univers et à faire en sorte que les deux soient beaucoup plus souvent en symbiose. Ce programme-là en a été pour moi une excellente illustration. Bref, la formation entrepreneuriale, la paillasse, on avance sur la paillasse et puis finalement, on en arrive à l'idée que c'est intéressant d'aller créer une entreprise qui irait développer ces alliages d'or blanc massif. C'est pas possible d'aller le faire dans le labo où j'étais. D'abord, c'est pas la thématique de travail. Et puis, d'un point de vue capitalistique, ça demande pas mal d'investissement. Donc, c'est pas non plus du domaine de la recherche fondamentale. Donc, on se met d'accord avec le CNRS pour qu'on aille créer une entreprise qui aille justement développer ces alliages d'or blanc massif. Et donc, naît Domé, en avril 2016, l'année dernière, un peu plus d'un an. Domé étant venant de dorare, qui veut dire doré en ancien français, et meta, qui veut dire changement en latin. Et on traduit comme ça la volonté de l'entreprise d'allier à la fois des savoir-faire ancestraux avec des technologies modernes au service des générations futures. Ça, j'y reviendrai. Alors, ce que vous voyez là-haut, mise à disposition de Domé par le CNRS, je bénéficie de ce dont M. Didier Roux parlait tout à l'heure dans le cadre de la loi Allègre, c'est-à-dire que je suis mis à disposition de l'entreprise par le CNRS, je reste fonctionnaire, donc je continue à avoir mon salaire de fonctionnaire et mon avancement à la retraite et ainsi de suite. Par contre, je peux travailler à 100% pour l'entreprise. Charge à l'entreprise de rembourser mon salaire à l'État. Donc ça, c'est ce qui est permis par cette loi, justement. Donc, arrive Domé, et finalement, le problème de Domé, c'est justement de lever cette problématique sur les ors blancs, sachant que historiquement, les bijoutiers, ils sont face à ce dilemme. Soit ils ont un bijou qui est brillant, soit ils ont un bijou qui est éternel. Mais ils ne peuvent pas avoir les deux.
Nous, avec ce nouvel alliage d'or-tungstène, on leur propose, parce que justement il est plus blanc, plus brillant, en plus moins cher et beaucoup plus respectueux de l'environnement, d'aller lever ce problème. Alors, pourquoi plus respectueux de l'environnement? Parce que le tungstène est beaucoup plus présent dans la croûte terrestre que le palladium et le rhodium, donc il nécessite de charrier beaucoup moins de minerais pour en produire 1 kilo, et donc vous consommez moins d'eau, vous produisez beaucoup moins de CO2, vous polluez moins les sols, et ainsi de suite. Il faut bien voir que sur la fabrication d'un bijou, d'un point de vue le coût environnemental, la partie la plus importante, et c'est justement sur la partie extraction des matières premières, c'est-à-dire sur la partie minière. Donc aujourd'hui, l'offre de Domé, l'offre de Domé aujourd'hui, c'est on revient au plaqué. Alors parce que finalement, depuis que l'entreprise s'est créée, elle s'est créée avec l'idée d'aller développer le massif. Mais une fois que l'entreprise a été créée, il y a des maisons de luxe qui sont venues me voir et puis qui m'ont dit « mais viens nous vendre ce que tu sais déjà faire, le plaqué, parce que ça aussi, ça nous intéresse ». Sauf que je n'étais pas parti dans l'idée de faire ça, donc je n'étais pas parti dans l'idée d'aller produire ce genre de choses-là, même si là, la techno était disponible. Donc on a un petit peu changé le projet, donc on est en train de justement mettre en place les moyens pour aller produire des pièces plaquées, l'idée étant d'aller justement proposer des prestations de plaquage aux créateurs, leur donnant ainsi la possibilité aujourd'hui d'aller développer des collections en or blanc 18 carats plaqués, ce qu'ils ne peuvent pas faire aujourd'hui, puisque jusqu'à maintenant, les ors blancs étant mat, il fallait qu'ils rajoutent une couche de rhodium par-dessus, et donc le coût de l'or blanc plus le rhodium, ça fait un coût de revient qui est incompatible avec le segment de marché des bijoux plaqués. Donc grâce au procédé Domé, ça devient possible. Et en parallèle, on continue bien évidemment la R&D pour être capable d'aller faire des bijoux massifs, soit par l'impression 3D avec la métallurgie des poudres, ou bien par le casting. Le marché qu'adresse aujourd'hui Domé, c'est le marché de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie, qui représentait environ 393 milliards d'euros en 2015. Les ors blancs sur ce marché-là, c'est 40% environ. Et on se concentre avec le segment des bijoux plaqués sur le segment de la bijouterie fantaisie haut de gamme, qui représente environ 1 milliard d'euros. Donc, le modèle d'affaires que choisit Domé aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un modèle d'affaires fabless, c'est-à-dire qu'on a choisi de ne pas monter d'usine pour l'instant. On sous-traite la production du plaquage. On est dans un commerce B2B, c'est-à-dire business to business. On va vendre une prestation à des créateurs qui ensuite vont aller vous vendre des bijoux. On ne vous les vend pas à vous directement. Et donc, on vend à la fois de la prestation de service, et puis quand on aura développé la notoriété de Domé en s'étant associé à des créateurs qui ont déjà une belle visibilité internationale, on ira vendre notre procédé à des grands groupes de bijouterie par du licensing. Le massif, quand il sera au point, on vendra un des ingrédients du procédé, qui sera l'agent blanchisseur qui permettra d'obtenir cet or blanc. L'équipe de Domé aujourd'hui, on est 3, moi-même, Rachid Boujama qui est responsable technique en charge de la R&D et de la production, qui a travaillé avec moi sur leur tungstène depuis 2 ans, d'abord au CNRS et puis maintenant il est embauché chez Domé. Marine Kohler, qui est suissesse et qui est joaillière de formation, qui a travaillé pendant très longtemps dans des maisons de luxe, en particulier dans la haute horlogerie, et qui nous accompagne sur des problématiques marketing. Un comité scientifique dans lequel il y a à la fois Albert Fert et puis André Bellouli, qui est un expert international en métallurgie de l'or et qui, en particulier, a été directeur technique d'un des plus gros fabricants d'alliage de métaux précieux, qu'on appelle les métaux apprêtés, qui est le CLAL, qui aujourd'hui a été racheté et qui est aussi expert auprès de tribunaux européens sur des problématiques de métaux précieux. Bon, on a pas mal de partenaires qui nous ont accompagnés depuis le début de cette aventure. Merci à eux. En particulier, l'Union européenne qui nous soutient pour l'approche innovante et environnementale qu'a Domé sur des problématiques de substitution de matières premières critiques. C'est-à-dire que finalement, Domé aujourd'hui participe parce que dans le monde de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie, on substitue le palladium et le rhodium, qui sont 2 métaux qui sont, comme je vous l'ai dit, très gourmands et qui sont des matières premières critiques parce que très très rares dans le sol. Et donc, faire en sorte de diminuer leur consommation permet de garantir qu'il en restera plus pour les générations futures. Donc, sur cette problématique-là, on a été soutenu par l'Europe. Et puis, on va avoir l'occasion de présenter ce projet la semaine prochaine
dans le cadre d'un grand concours Aviva Technologies à Paris, dans le cadre du LVMH Innovation Award, pour lequel on fait partie des 32 finalistes retenus pour aller présenter ce projet. Donc, où on va? Finalement, on est créé depuis l'année dernière, donc je vous l'ai dit, aujourd'hui on est deux, plus Marine Koller en consultant. On est en train de renforcer l'équipe de direction sur un profil commercial, en vue d'aller lever des fonds qui vont nous permettre de déployer notre offre commerciale sur le plaqué or blanc. Et en parallèle, on va avancer la R&D sur le massif pour être capable de la finaliser à la fin de l'année 2018 et ainsi la commercialiser à partir de 2019 pour s'internationaliser d'abord au niveau européen, puis ensuite en Asie et sur le marché américain, là où il y aura une grosse partie du chiffre de ce marché-là. Au-delà, on ira voir les possibilités. Alors, j'avais déjà pas mal regardé d'autres possibilités d'application de leur tungstène. Il en existe de nombreuses. On reviendra sur ça dans quelques années. Pour l'instant, j'ai choisi celle-ci parce que j'estime que c'est celle sur laquelle on sera le plus rentable le plus rapidement. Mais on pourrait aller faire tout un tas d'autres choses avec ce genre de matériaux et on mettra ça en œuvre dans quelques temps. Donc finalement, Domé a vocation à devenir un acteur majeur dans le développement de métaux précieux, puisqu'on montre qu'on a été capable d'apporter des choses innovantes en termes de rendu de qualité, et donc de devenir un designer d'or. Notre problématique étant justement pour l'instant de travailler sur les ors blancs. Pour conclure, finalement, je vous ai montré au cours de cet exposé que, à l'instar de cette œuvre artistique qui s'appelle Le Pont d'or de la route de la soie et qui a été mise en œuvre par la Chine pour traduire ses velléités de renforcer ses liens commerciaux avec les différents continents, et finalement, je vous ai montré que, à partir de travaux en recherche fondamentale qui visent justement à manipuler le spin de l'électron plutôt que sa charge pour aller fabriquer des composants qui demain auront des performances meilleures ou différentes de ce qu'on a aujourd'hui. Ça nécessite d'aller travailler sur les matériaux pour aller mettre au point des matériaux qui ont des propriétés différentes, et que finalement, ce travail sur les matériaux, sur cette thématique-là, a débouché sur un tout autre domaine d'activité, en l'occurrence là, l'horlogerie, bijouterie, joaillerie. Ça a donné lieu à une création d'entreprise dans le monde du luxe, dans un univers qui est complètement différent, et pour lequel justement on va essayer d'aller développer cette innovation et de faire en sorte qu'on traduise ça par un beau marché. Voilà, merci de votre attention.